La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de notre invitée Christine Calle pour parler de la Terre creuse. À tout de suite. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Christine Calle, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous et puis bonjour aux auditeurs. Alors, on peut vous retrouver sur votre site christinecalle.com. Nous en reparlerons en fin d'émission. Nous allons aborder le mystère de la Terre creuse. Certains intervenants qui ont vécu des décorporations sont revenus avec des informations, à savoir que la Terre était creuse, qu'il y avait des cavités à l'intérieur et qu'il y avait des peuples qui vivaient dans ces cavités. Quelle est votre vision de la théorie de la Terre creuse ? Alors, ma vision, mais surtout mes expériences, je dirais bien éthériques et non pas physiques, donc on va y revenir. Avec la Terre creuse, date d'une dizaine d'années maintenant, un petit peu plus. Donc, j'étais expert comptable, donc quelqu'un d'assez pragmatique avec une analyse critique. Mais ma vie donc a changé donc un petit peu le cours des choses avec une médiumnité qui s'est ouverte. Alors, pourquoi la Terre creuse ? Alors, moi, il y a un endroit sur Terre qui me plaît beaucoup, c'est le Mont Shasta, et justement parce que ça renvoie à ce sujet de la Terre creuse. Alors, c'est vrai que la Terre creuse, donc dans la tradition, je dirais dans la conception traditionnelle, la théorie scientifique nous a appris également à l'école que la Terre était pleine, avec un noyau plein de minéraux, je dirais, et puis du magma et une croûte terrestre assez fine. Ça, c'est la tradition, en tout cas, ce qu'on nous a toujours appris. Donc, c'est vrai que de parler de Terre creuse, c'est un peu surprenant. Pourtant, les informations qu'on peut avoir, on peut dire ça comme ça, donc relèvent uniquement de simulations, de calculs par radar, parce qu'on n'a jamais fait des forages très profonds. Je crois que c'est la Russie qui a fait des forages à plus de 12 km, mais on ne peut pas aller plus loin, sachant que le noyau terrestre est à plus de 6000 km, je crois, de profondeur. Voilà. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que les scientifiques sont en train de bouger aussi sur cette théorie, parce qu'on est en train, avec de la physique quantique, d'analyser un petit peu les centres de gravité, la notion de champ magnétique. Et puis surtout, il y a un professeur dans une université aux États-Unis qui a découvert en 2015 que dans la croûte terrestre, en fait, à peu près à 1,5 km, il y aurait une sous-couche dans cette croûte terrestre qui permettrait d'avoir une roche spécifique qui bloquerait la descente des plaques tectoniques. Alors moi, ça m'intéresse parce que 1 km sous la croûte terrestre, effectivement, il peut se passer des choses et on verra ça avec le Mont Shasta tout à l'heure. Mais on est en train de voir que peut-être avec l'évolution de la conscience, l'évolution des sciences, et tout simplement dans la revue des sciences et vie, on trouve de plus en plus d'articles là-dessus, et bien peut-être qu'effectivement il se passe des choses au niveau aussi de la Terre, donc, et des conceptions qu'on peut avoir de cette Terre creuse. Quand bien même, encore une fois, bien sûr, la Terre pour beaucoup de personnes n'est pas creuse, mais elle est pleine. Alors, il y avait ensuite donc des légendes, bien sûr, c'est là-dessus qu'on peut avoir le maximum d'informations avec... Tout simplement, on a tous connu le livre de Jules Verne, qui en 1864 avait écrit Le voyage au centre de la Terre, et qui nous parle, donc on le sait tous, d'un accès par un volcan. Donc le héros va accéder à donc la cité engloutie de l'Atlantide et va ressortir par un autre volcan. Alors là aussi, on va reparler encore du volcan, donc du Mont Shasta. Mais c'est Jules Verne, en fait, je pense, qui a parlé le premier, bien sûr, donc du voyage au centre de la Terre. Alors Jules Verne était quand même un initié, donc quelqu'un qui avait une parole, certes codée à travers des légendes, mais on pourrait considérer qu'il donnait quand même des informations. Alors c'est vrai que Platon avait déjà parlé de l'Atlantide. Et on sait aussi que certains lamas, moi je vis dans un lieu où il y a beaucoup de centres bouddhistes, et c'est vrai que certains lamas parlent également d'accès à une ville souterraine. Donc on trouve des écrits chez les bouddhistes également concernant cette ville d'Atlantis et des passages secrets qui seraient sous la montagne de Lhasa. Donc au début du siècle dernier, également dans le secteur bouddhiste, on parlait de ça. Alors, il y a aussi une histoire qui, moi, m'avait beaucoup intéressée. C'est un livre qui s'appelle La Terre intérieure,
Et en 1908, un livre est sorti donc, au sujet de Norvégiens, qui étaient des pêcheurs en fait, et qui sont partis pêcher le saumon dans le nord, un père et un fils qui partent en voyage. Et donc dans ce voyage, ils vont arriver à un moment donné, donc dans l'Arctique, au pôle Nord bien sûr, dans la banquise, et tout à coup ils disent qu'ils voient donc une végétation, des grands arbres. Ouais. L'eau devient douce, alors qu'on est sur de l'eau salée, normalement, bien sûr, et ils aperçoivent des grands arbres, une végétation, des animaux, et ils vont être en contact avec des grands êtres. Alors tout ça est retranscrit dans cet ouvrage. Ils vont parler donc d'un vécu de 2 ans. Le père et le fils vont rester pendant 2 ans dans une ville avec des êtres très grands au niveau physique, des êtres donc apparemment qui deviendraient très vieux également, plusieurs centaines d'années, et qui vivent donc inspirés des arts, de la musique, de cueillette ou autre. Voilà. Et puis ensuite, au bout de 2 ans, le père souhaite rentrer chez lui. Le père va décéder lors du voyage de retour, mais le fils, donc Olaf Jensen, va survivre et va pouvoir raconter son histoire. Mais il va être interné par son oncle dans un hôpital psychiatrique. Il va ensuite partir 20 ans ou 30 ans plus tard aux États-Unis. Et avant de mourir, il va demander à un journaliste donc d'écrire son livre. Donc on a comme ça un témoignage d'une personne qui va donc nous parler d'une vie donc dans le pôle, en tout cas donc de certains secteurs qui paraissaient inconnus, puisque encore une fois au pôle Nord on s'imagine qu'on est uniquement dans la banquise. Alors ensuite on va avoir aux États-Unis, à Los Angeles, un docteur qui va parler d'un témoignage d'un patient qui raconte un peu la même chose qu'Olaf Jensen, c'est-à-dire donc des Norvégiens qui sont partis également faire un voyage en bateau et qui ont vu également des paysages donc avec de la verdure, avec donc quelque chose qui ne fait pas penser encore une fois à une banquise, et au-delà donc de cette banquise apparaîtrait encore une fois donc un paysage. Évidemment, on sait tous que le personnage qui a le plus parlé, l'amiral Byrd, c'est l'amiral Byrd, évidemment, j'allais y venir, avec son expérience militaire. Alors, il faut savoir que l'amiral Byrd était un grand personnage militaire donc des USA et qu'il était parti en mission militaire. Ça, on ne le sait pas toujours. En mission militaire, parce qu'il faut se resituer dans le contexte historique. On est en 1947, après les explosions des bombes donc d'Hiroshima et de Nagasaki. Et pourquoi cela ? Eh bien, un détail important, parce qu'en fait, dans le journal de bord donc de l'amiral Byrd, là aussi, on connaît bien l'histoire un petit peu tous, mais je rappelle, il était en avion, grande armada donc au niveau du pôle Nord pour aller effectivement être en mission donc avec une flotte, avec des appareils aériens. Et dans son journal, il paraîtrait qu'on voit, enfin en tout cas il décrit qu'il a été face à des ovnis, en tout cas des vaisseaux qui n'étaient pas du tout de l'expérience, on va dire aérienne du moment, et son appareil est pris, à un moment donné il en perd le contrôle, il atterrit donc dans un lieu aussi avec une vallée verdoyante, il est pris en charge par des individus assez grands. Pour moi, c'était les hyperboréens. Et il va être en contact avec un être qu'il appelle un maître, je pense, en tout cas qui lui donne des informations et qui le sensibilise au problème donc de la bombe atomique. Cet être va lui dire donc de porter parole, porter témoignage, d'aller voir son gouvernement et demande à l'humanité de faire attention avec cette arme nucléaire, cette arme atomique, et donc de mettre en garde en fait l'humanité contre l'utilisation de ces outils, en tout cas de cette technologie qu'on ne maîtrise pas. Bien évidemment, quand l'amiral Byrd va revenir, eh bien sûr, on sait tous qu'il a été mis au secret d'État, qu'il n'a jamais pu parler, bien sûr, mais avant sa mort, là aussi, quelques phrases dans son journal laissent suspecter qu'effectivement, il y aurait pu y avoir donc un message, quelque chose qui nous dit qu'il a vu certaines choses, même s'il ne le dit pas donc de façon précise. Alors ça fait penser à cette mise en garde donc par ces êtres intraterrestres ou même extraterrestres. On sait qu'il y a eu des contacts par ailleurs avec certains gouvernements, dont le gouvernement américain par rapport aux armes du nucléaire. Aujourd'hui d'ailleurs, une parenthèse, il y a des personnages qui commencent à parler de ces sujets et en particulier des ovnis, donc puisqu'on sait que maintenant donc certains militaires à la retraite, certains aviateurs à la retraite disent qu'effectivement ils ont pu voir des engins dans le ciel qui n'étaient pas des avions ni des fusées. On commence à trouver ça, je crois qu'il y avait même un ancien ministre canadien dans les années 60 qui a déclaré dans les années 2000, 2013 je crois, que effectivement il pouvait y avoir des ovnis donc dans le ciel, quoi.
Alors c'est vrai que cet amiral Byrd est une référence pour parler de la Terre creuse, mais il y a eu en 1947, là au pôle sud je crois, également un aviateur qui s'appelait Bunger et qui a vu également un oasis. Alors on pourrait encore une fois se dire, tiens, mais ces personnages décrivent tous un peu la même chose, sachant qu'il a fallu attendre ensuite des photos de satellites qu'on ne trouve plus tellement sur Internet aujourd'hui. On trouve quelques photos dans un dossier très particulier d'un personnage qui s'appelle Raymond Bernard. Alors pas le Raymond Bernard qu'on connaît en France, mais en fait cet homme s'appelait Walter Segmeister, et donc c'était un géophysicien donc américain qui a repris les propos d'un géophysicien qui en 1909 s'appelait William Reed, avait déjà écrit sur la Terre creuse. Et c'est assez troublant d'ailleurs parce que ces deux personnages à 60 ans d'écart vont écrire un petit peu les mêmes choses, mais Raymond Bernard donc a constitué tout un dossier sur la Terre creuse avec des photos de satellites qu'on trouvait à l'époque sur Internet ou en tout cas sur des documents qu'on pouvait se procurer. Donc on peut voir des photos de la NASA qui laissent suspecter qu'au niveau du pôle, effectivement, on n'a pas que de la glace, on n'a pas que de la banquise, même si encore aujourd'hui on a peut-être un peu de mal à trouver ces photos donc, de satellites. Alors c'est vrai que la Terre creuse, on pourrait se dire effectivement, peu de personnes y sont allées, à part l'amiral Byrd et puis peut-être ces Norvégiens pêcheurs. Il faut savoir qu'il y a une expérience plus récente. En juin 2006, il y a un Américain qui était un explorateur, un grand spécialiste des fleuves, qui s'appelait Steve Currace, qui avait prévu de faire une expédition scientifique donc au pôle Nord. Et c'est assez troublant cette histoire, en tout cas moi elle me fait sourire un petit peu, parce que la veille du départ de cette expédition, eh bien, ce monsieur décède d'un cancer foudroyant. C'est pas ça qui est drôle, mais tout simplement parce qu'après, il y a une autre histoire qui est similaire et qui se passe au Mont Shasta. Mais en tout cas, ce monsieur, cet être, donc cet explorateur, scientifique aussi quelque part, spécialiste de ces sujets, avait prévu cette expédition et il décède d'un cancer foudroyant, 6 tumeurs au cerveau, fait qu'il ne peut pas accéder donc à la réalisation de son projet. Et effectivement, on ne descend pas peut-être dans l'intraterre comme ça. Alors ce qui est troublant, c'est que je crois que c'est son cousin ou un ami à lui qui fait un témoignage et qui a étudié un petit peu donc l'organisation de son voyage par ce monsieur Currace et qui disait en fait on ne rentre pas dans l'intraterre donc de cette façon-là, on y va avec un éveil de conscience. Il y a une expérience similaire avec le Mont Shasta. On va en reparler. Oui. Juste avant d'en parler, il y aurait 2 entrées pour pénétrer dans la Terre creuse, une au pôle Nord et l'autre au pôle Sud. D'ailleurs, il y a certaines photos qui traînent un petit peu sur le net où on voit justement un trou au loin au pôle Nord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, pour moi, la Terre est creuse. Pour moi, c'est évident. Et on va en reparler tout à l'heure de façon peut-être un peu plus concrète. Toutes les planètes, pour moi, sont creuses. On trouve effectivement sur Internet quelques photos de la NASA où on voit bien qu'au niveau des pôles, on n'a pas que de la banquise. Comme je disais, on dirait, on a l'impression qu'il y a quelque chose de convexe ou concave, tout dépend comment on le regarde. Donc, on a l'impression de quelque chose qui nous laisse supposer qu'il y a, il se passe quelque chose, on dirait effectivement comme un trou, je dirais. Alors, ce n'est pas très explicite sur la photo, parce que ces photos, bien sûr, sont prises par satellite, et qu'encore une fois, la NASA ne met pas sur Internet, ne laisse pas l'accès, donc a priori, des photos très, très récentes, donc ce qui fait que c'est difficile à voir. Mais effectivement, on peut s'amuser à regarder ça sur Internet. Alors oui, il y a des entrées, effectivement, au niveau des pôles, et je vais y revenir, et pour moi, il y a d'autres types d'entrées dans certains lieux, et comme le disait Jules Verne, il s'avérait que beaucoup d'écrits de Jules Verne se seraient avérés vrai, je dirais. Il y a des personnes qui ont relu ces ouvrages et qui cherchent, quelques explorateurs, quelques chercheurs qui prétendaient que beaucoup d'écrits de Jules Verne s'avèrent être vrais aujourd'hui. Encore une fois, c'était un initié. Donc voilà, il y a toujours des langages codés à travers ce que laissaient les initiés à l'humanité. Mais dans son histoire avec l'accès au volcan, pour moi, effectivement, il peut y avoir des portes interdimensionnelles dans certains lieux stratégiques comme peut-être des volcans, mais aussi probablement, et ce que je vais dire en langage
que moi, mais la pyramide de Khéops, certainement. Pourquoi ? Parce que tout ça s'explique d'un point de vue tout simplement énergétique et scientifique aussi. On a un réseau, donc au niveau terrestre, donc avec des méridiens, comme nous l'avons aussi nous-mêmes au niveau du corps. Et quand on a des endroits, on trouve ça en radiesthésie, avec des croisements énergétiques, des nœuds argent, des nœuds d'or. Les grands architectes le savaient, c'est là qu'ils construisaient les cathédrales, c'est là qu'ils construisaient bien sûr les pyramides, donc dans les civilisations plus avancées. Donc il y a probablement aussi des portes d'accès pour moi dans des lieux stratégiques, c'est-à-dire à l'endroit de ces croisements telluriques et énergétiques au niveau terrestre. Christine Kall, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours avec notre invitée Christine Kall pour parler de la Terre Creuse. Alors revenons au Mont Shasta. Alors le Mont Shasta, donc je disais, le Mont Shasta est une montagne aux États-Unis, c'est un volcan, donc en Californie, et c'est aussi un lieu assez stratégique, donc héritage donc bien sûr d'une tradition amérindienne, c'est là que vivaient bien sûr les Amérindiens, mais c'est aussi, je dirais, le vestige de la civilisation de la Lémurie. Et il se dit beaucoup de choses bien sûr sur le Mont Shasta, donc encore une fois il faut en prendre et en laisser, et je répète que j'étais expert comptable, donc j'ai un petit esprit d'analyse critique et très pragmatique, donc j'aime bien regarder les choses à deux fois, et il m'arrive d'aller au Mont Shasta depuis des années, tous les ans, d'acheter des ouvrages au Mont Shasta, donc dans la ville de Shasta, dans lequel j'ai trouvé des témoignages, et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est d'aller rechercher des choses concrètes. Alors le Mont Shasta, il se trouve que là aussi c'est un volcan, et qu'en 1904 il y a un géologue britannique qui faisait de la prospection pour une grosse compagnie britannique qui s'appelait James Brown et qui a vécu la même chose que cet explorateur spécialiste des fleuves dont je parlais tout à l'heure, donc au pôle Nord. C'est-à-dire que ce monsieur Brown, en 1904, lors de ses recherches qu'il faisait pour chercher de l'or en fait, faut se remettre encore une fois dans les contextes de l'histoire, eh bien avait trouvé un tunnel sur le Mont Shasta de 16 km. Il s'est engouffré dans ce tunnel et il a trouvé des ornements, des statues donc en or accrochés donc sur les parois de ce tunnel, et ensuite donc des hiéroglyphes. Et donc ce personnage qui était à l'époque au service de cette compagnie donc britannique n'a pas parlé. 30 ans plus tard, il a attendu donc d'être à la retraite. Il avait décidé avec des amis de retrouver ce passage qu'il avait bien repéré, et il avait décidé donc en juin 1934 d'amener ces personnes dans ce passage-là. Or, dans la nuit qui précède donc le début de son excursion, on ne le trouve plus. Il a disparu littéralement, et la police de Stockholm a donc conclu qu'il y avait eu une disparition. On ne sait pas ce qu'est devenu ce personnage. Alors ça nous fait penser que deux situations où chaque fois qu'on s'approche, donc je dirais du but, c'est-à-dire d'aller rentrer dans cette civilisation agarthienne ou en tout cas dans cette autre dimension dont on va parler, eh bien visiblement on n'y accède pas aussi facilement. Alors d'autres contacts aussi, et à la même enseigne, je dirais que l'amiral Byrd ou que cet Olaf Jensen, ce pêcheur norvégien, qui ont rencontré donc physiquement des personnages un petit peu hors normes. Je répète que pour moi, ils ont rencontré la civilisation de ce qu'on appelait les hyperboréens. Eh bien, au Mont Shasta, il y a également dans certains écrits, certains ouvrages, on trouve des témoignages de rencontres avec des êtres assez particuliers. Alors en août 65, par exemple, un commerçant donc d'une ville limitrophe de Shasta que je connais puisque je me rends là-bas assez souvent, eh bien était allé camper avec sa femme et ses enfants sur le Mont Shasta. Effectivement, on peut camper facilement sur le Mont Shasta, l'ayant fait moi-même l'année dernière et le faisant aussi cette année avec des amis. On n'a pas la réglementation que l'on a en France. On peut louer des tentes et aller camper dans la nature, c'est assez simple. Et donc, je comprends que ce monsieur soit parti camper sur le Mont Shasta, surtout que là, on est en 65, et puis tout à coup, il décrit qu'il voit des personnages, donc des hommes habillés en blanc, avec des longs cheveux blonds, un faciès assez particulier, très androgyne, et quand il les voit, il a l'intention d'aller les voir, d'aller les rencontrer. Et là, il décrit qu'il est bloqué physiquement. C'est comme s'il était un petit peu paralysé. Ça dure quelques secondes parce que quand il décide dans sa tête de ne plus aller les voir, eh bien, tout d'un coup, il retrouve l'usage de ses membres, sans aucune séquelle, bien sûr, et ces personnages disparaissent subitement.
Alors, première rencontre physique de personnages un petit peu hors normes, là aussi décrits comme étant des personnages assez grands et qui ne ressemblent pas à notre façon d'être, je dirais. Ils sont à peu près 2 mètres, 2,50 m de haut. Oui, quand même. Voilà, c'est le cas aussi des Hyperboréens. Il faut savoir qu'avant la chute de l'Atlantide et de la Lémurie, nous étions beaucoup plus grands. Et ceci se retrouve aujourd'hui dans le fait qu'on retrouve des squelettes. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors ces squelettes que l'on retrouve font même plus de 4 mètres de haut et on en retrouve dans beaucoup de pays actuellement. Donc que ce soit du côté des pays de l'Est ou dans beaucoup de pays on retrouve, il n'y a plus qu'à frapper squelettes géants sur Internet. Et il y a énormément de trouvailles par des anthropologues, par des archéologues. Justement, on va faire une petite parenthèse. Est-ce que vous êtes au courant des découvertes de Thierry Jamin au Pérou ? Alors Thierry Jamin, non, je ne connais pas Thierry Jamin. Alors, on aurait découvert à peu près une centaine de corps, même peut-être plus. Il y a des petits, il y en a des grands, il y a des mains qui seraient énormes, donc qui voudraient dire que ces mains appartiennent à des géants. Les analyses sont en cours, on aura les résultats à la mi-juin. On tape Thierry Jamin sur Google et il y a les vidéos explicatives avec des photos. Alors, il semblerait que ce sont des gris, des petits gris, enfin on ne sait pas trop. C'est à suivre en tout cas. Mais c'est très surprenant. C'est très surprenant. Merci pour l'information. Ouais. Alors bien sûr, parce que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, pour être un petit peu humble quand même, et bien sûr. Il y a d'autres civilisations. Alors petit gris, oui, ça fait penser à d'autres types de races. Les squelettes dont je parlais sont de forme humanoïde, donc normalement, voilà. Et je disais que ces squelettes, on arrive difficilement à les cadrer, bien qu'il y en a qui ont été avec le carbone 14 authentifiés comme ayant plus de 5000 ans d'âge. Donc on n'arrive pas trop à savoir. Mais c'est vrai qu'avant la période de la chute de l'Atlantide et de la Lémurie, ce qu'on appelle le déluge dans la Bible, eh bien, les Lémuriens, les Atlantes étaient beaucoup plus grands, donc les êtres humains faisaient à peu près 2,50 m de haut. Voilà. Et puis avec la chute de la conscience, nous sommes également densifiés, donc on a rapetit, si je puis dire, donc on s'est densifié aussi dans la matière, en plus de la conscience, les brins d'ADN ont été couchés, on n'en a plus que 2 au lieu de 12, la conscience est rentrée dans l'expérimentation de la dualité, mais le corps humain a aussi changé. Alors il s'avérait que peut-être, effectivement, on est en train de découvrir des choses anciennes et des civilisations anciennes, effectivement. Alors si je reviens aussi au Mont Shasta, donc deuxième aventure incroyable de rencontre avec des êtres un peu hors normes, c'est en 1972, eh bien on s'aperçoit dans les années 70 que ce volcan du Mont Shasta donc émet de la fumée. Alors on se dit peut-être que le volcan va se réveiller, et il y a des étudiants de géobiologie de l'université de Berkeley aussi, donc que je connais donc près de San Francisco, qui partent donc en expédition, je dirais, à voir si ce volcan se réveille ou pas. Et là également, ils vont rencontrer un groupe de 5 hommes, même description, des grands êtres habillés de blanc avec des longs cheveux blonds, et même chose, ce groupe donc disparaît aussitôt, subitement, à la vue donc des 3 étudiants. Donc voilà. Alors dans les ouvrages que l'on peut trouver à Shasta, on trouve des témoignages, effectivement, donc dans la ville de Shasta, autrefois au siècle dernier, eh bien, quelquefois des êtres descendaient de la montagne, même description, des êtres très grands, très raffinés au niveau du visage. Ils venaient échanger de l'or contre certaines matières, ou bien ils venaient donner de l'argent, enfin de l'or, je dirais, pas de l'argent, mais de l'or, à des personnes qui étaient démunies. Et subitement, dans les années 30, 40, on ne les voyait plus. Et quand les gens s'approchaient de la montagne, les véhicules ne fonctionnaient pas, ou bien certaines personnes étaient raccompagnées par une personne qui correspondait certainement à ce peuple. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus de rencontres physiques sur le Mont Shasta, on ne voit plus ces êtres, ça c'est très clair. En revanche, il y a des témoignages qui disent qu'on entend de la musique qui sort du Mont Shasta. Aujourd'hui aussi, depuis une 50aine d'années, c'est plus trop le cas, et on voit de la fumée. Alors cette fumée, on peut aussi la confondre avec ce qu'on appelle des lenticulaires, c'est-à-dire des nuages. Et si vous frappez le Mont Shasta sur Internet, vous allez voir qu'on voit des photos magnifiques avec des nuages assez surprenants. J'ai moi-même vu des nuages comme ça sur le Mont Shasta en 2004. Donc c'est assez impressionnant de voir ces grands nuages lenticulaires. En fait, ils masquent, je dirais, des vaisseaux qui rentrent et qui sortent. Parce qu'encore une fois, le Mont Shasta est également en creux, donc au sommet. Mais là aussi, donc difficile de le prouver.
trouver, mais ça s'ouvre et ça se referme, et encore une fois, on accède à d'autres dimensions. Donc, quelque part, on voit de la neige sur le mont Shasta, bien évidemment, mais si on accède à une autre forme de vision, on peut y voir aussi autre chose. Oui, justement, alors on parle beaucoup des peuples de l'Agartha. Qui sont ces peuples? Comment vivent-ils? Et qu'est-ce que l'Agartha? Alors, l'Agartha, là aussi, donc, on en parle dans beaucoup de littérature. Il y a des maîtres spirituels qui parlaient de ça, comme par exemple Mikhail Ivanov, qui est un maître contemporain, qui est décédé en 86 et qui en parlait dans les années 60, 70, même avant. On trouve de la littérature aussi, ne serait-ce que Platon qui parlait aussi donc non pas de l'Agartha, mais de l'Atlantide, mais on va y venir également. L'Agartha serait, d'après également les bouddhistes, donc les lamas, je dirais une civilisation de sages qui vivrait en intraterre, et on va revenir là-dessus. Civilisation de sages, c'est-à-dire des maîtres, ou bien également, je dirais, des êtres de civilisation avancée qui ont disparu de la surface, comme les Atlantes, les Lémuriens, peut-être également des Mayas, et donc qui vivent dans une autre dimension, dans ce peuple donc de l'Agartha. On parle également de Shambhala. Oui, le royaume de Shambhala. Voilà. Là aussi, donc Shambhala, dont la capitale aujourd'hui est Telos, et Telos, c'est le nom de la cité donc de Shambhala aujourd'hui. Telos, ça veut dire communication avec l'esprit. Et ce Telos a été révélé, ce phénomène, si je puis dire, en tout cas cette civilisation, a été révélé surtout par l'ouvrage donc d'un auteur qui s'appelle Aurelia Louise Jones et Diane Robbins, qui ont écrit un livre en 2003 qui est sorti en France, et pour avoir rencontré Aurelia Jones, il y a quelque chose de troublant dans cet ouvrage, donc parce qu'on va nous révéler dans ce livre qu'effectivement il y a une civilisation qui existe sous le mont Shasta et qui est passée en 5e dimension, qui vient aujourd'hui se manifester comme d'autres civilisations anciennes. On a beaucoup parlé des Mayas il y a quelques années avec le calendrier Maya. Donc pour moi, toutes ces civilisations anciennes viennent tout simplement nous reconnecter quelque part à quelque chose qui nous fait penser à nous au passé, mais moi je dirais plutôt au futur, parce que tout simplement on va retrouver des aptitudes nous-mêmes que nous avions avant donc la chute de la conscience, et je dirais que ces grands frères viennent tout simplement nous accompagner peut-être dans cette transformation, cette reconnexion, chemin initiatique qu'ils ont fait eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour ces civilisations? On sait par exemple que l'Atlantide et la Lémurie ont coulé, et que donc une partie de la Lémurie a coulé en une nuit. Dans le mont Shasta, il y avait une cavité, vraiment une grotte, et les maîtres savaient qu'à l'époque, donc le continent allait sombrer pour rentrer dans cette expérimentation de la dualité. Donc une grotte avait été creusée par les maîtres, non pas au marteau-piqueur, mais tout simplement par la conscience, puisque c'était des êtres qui avaient une conscience avancée et qui maîtrisaient totalement donc la matière par l'esprit. Et donc des survivants devaient être accueillis dans le mont Shasta. 250 000 personnes devaient être accueillies, donc, et lors du déluge, 25 000 uniquement ont atteint donc le mont Shasta. Donc ces êtres ont survécu, je dirais, dans cette grotte à l'époque. Ils ont chuté en conscience, donc il faut s'imaginer que c'était un petit peu comme nous aujourd'hui si on se retrouve dans une grotte. Mais certains maîtres étaient restés avec eux, et progressivement avec le temps, ils sont rentrés dans une conscience de 5e dimension, c'est-à-dire ils sont rentrés dans une autre conscience qui leur permet de vivre aujourd'hui. Alors je voudrais expliquer un petit peu les choses à ce niveau-là, parce que qu'est-ce que c'est qu'une dimension? Comment on peut comprendre cet aspect des choses? Parce que je comprends les auditeurs qui peuvent m'écouter, ils doivent se dire mais... Ils ont l'habitude ici, de toute façon. Peut-être d'autres qui découvrent peut-être un peu les choses. Alors voilà, juste une chose, on appréhende notre monde à partir de notre 3e dimension. Alors la première dimension, c'est la notion un peu de la ligne, je dirais. Pour prendre une métaphore, une analogie, on peut imaginer des fourmis qui marchent les unes derrière les autres. Elles sont en conscience collective et elles sont souvent sur une ligne, et parfois on peut même se dire anecdotiquement mais pourquoi elles ne contournent pas, parce que voilà, il y a une notion un petit peu de fonctionnement sur la ligne. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième, ça va être la surface, donc les animaux nous appréhendent plutôt dans une notion de surface, ils n'ont pas le mental et donc la possibilité d'analyser, comme nous qui sommes par contre à la 3e dimension. Donc nous, on est donc avec nos 3 coordonnées, si je puis dire, et on appréhende le monde en 3D avec nos 5 sens.
Mais si on commence à rajouter donc un sens supplémentaire, tout simplement, et si on rentre dans cette notion plus quantique dans laquelle on commence à être aujourd'hui, même si on essaie de trouver cette quatrième verticale ou cette quatrième coordonnée, et que notre cerveau, je rappelle qu'on se sert que de 10% du cerveau, nous permet difficilement d'appréhender les choses. On commence à parler de la science quantique, de la médecine quantique et du quantique en général, mais très très difficile de le définir. Donc je reviens à cette notion de dimension, et aujourd'hui on commence à parler de ces sujets. Encore une fois, Revue Science et Vie consacre donc des articles sur la 5e dimension. Il y a quelques mois, on parlait des trous noirs de la 5D. Il y a quelques années, on parlait des vortex 5D, dont Shasta est un vortex 5D sur la 5e dimension. Donc on commence à avoir des articles dans des revues scientifiques. Je ne parle pas donc que de personnes mystiques. Bien sûr. Toutes les fréquences, toutes les vibrations. Donc ce qui fait que effectivement, pour appréhender ces mondes parallèles, donc on peut prendre aussi l'analogie, par exemple, d'une chaîne radio. Les fréquences, les fréquences radio. Pour chercher la fréquence de fréquence évasion, il faut donc aller sur cette fréquence-là. Si on veut écouter France Musique, par exemple, c'est une autre fréquence. Exactement. Et on peut voir, le programme de fréquence évasion, c'est pas le programme non plus de France Musique. Et ça ne se mélange pas. Voilà. Donc en fait là, c'est un peu la même chose. On appréhende les mondes en fonction d'une fréquence. Et là, pour les disparus, par exemple, les personnes qui sont décédées, pour nous, avec nos 5 sens, on ne les voit pas, donc ça n'existe pas. Et pour les médiums, ça existe. Et c'est une fréquence, c'est un monde parallèle. Donc Mars et Vénus, c'est pareil. Et à ce sujet, d'ailleurs, beaucoup de scientifiques disent on en connaît davantage sur la surface de Mars que sur l'intérieur de la Terre. Mais revenons à cette théorie. Comment ça se passe avec ces fréquences? Alors, il y a une loi mathématique qui s'appelle la théorie des hypersphères, qui va nous donner une petite explication, en tout cas qu'on arrive à concevoir, en tout cas pour moi, avec mon petit cerveau, du moment, je dirais, différentes réalités au même endroit. Alors ces fréquences, on parle de sphères, donc d'ellipses, de sphères superposées, qui seraient en fait des fréquences vibratoires avec des niveaux de réalité différents. Il faut imaginer comme si nous, dans notre monde, ce que nous croyons être notre réalité, notre monde, fonctionne sur une certaine fréquence, une sphère. Mais si nous avons une sphère au-dessus ou au-dessous, ce n'est qu'une image métaphorique, on a un autre monde au-dessus ou au-dessous. Ça veut dire qu'en fonction de notre conscience, en fonction de notre appréhension de la réalité, en fonction de nos sens, mais surtout en fonction de notre conscience, on va accéder à différents niveaux de réalité. Ça veut dire que ces êtres, en fait, vivent en intraterre dans une autre fréquence vibratoire. Et ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure avec l'expérience de James Brown qui avait trouvé ce tunnel au Mont Shasta. En fait, je suis intimement convaincue, moi qui fais du voyage astral, que effectivement à Shasta il y a des portes et des tunnels d'accès même physique. Alors quelquefois quand je vais au Mont Shasta, j'y vais avec des amis l'été, tout le monde me dit quand je rentre, est-ce que tu as trouvé la porte? Ça me fait penser beaucoup à une pierre qui roulerait comme ça, comme le cœur de Jésus. J'ai dit non, je ne cherche pas une porte, et puis la porte elle n'est pas physique, et quand bien même elle serait physique, la porte est avant tout dans notre cœur, parce que si on n'a pas la vibration nécessaire, on ne rentrera jamais là-dedans. Bien sûr. On peut rentrer sur quelques mètres, et comme le disait James Brown, c'est un tunnel qui peut ressembler dans les premiers mètres à une grotte, et je suis intimement convaincue de ça parce qu'en voyage astral je fréquente ces couloirs. Mais ensuite cette grotte se transforme progressivement, on accède ensuite à une vibration différente, c'est-à-dire que la roche va se transformer en minéral. On y trouve de l'améthyste, on y trouve beaucoup de quartz rose, de la silice, et plus on avance dans cette vibration, plus la conscience doit être conforme à cette vibration, sinon nous sommes confrontés à nos blessures, à nos peurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre dans ces cités. Alors on pourrait se dire, mais par exemple si on nous ouvrait la roche, on pourrait descendre éventuellement, je ne pense pas qu'on irait bien loin, à cause tout simplement de cette conscience, de cette vibration que nous n'avons pas. Ah oui, si on n'est pas sur la même fréquence, c'est pas possible. Voilà, de la même façon que, encore une fois, si je tourne le poste de radio, je peux trouver la fréquence, mais si je n'ai pas la bonne fréquence, je ne suis pas en contact. Non, il faut être calé pile poil sur la bonne fréquence. Voilà, c'est pour ça aussi que ces grands frères, si je puis dire, viennent nous apprendre à travailler sur nous, à rentrer dans cette conscience plus universelle, je dirais. Donc on est hors religion là. Oui, tout à fait.
de l'ordre de l'amour inconditionnel, viennent nous inviter à revoir nos peurs, à revoir nos blessures, de façon à rentrer dans une conscience plus vaste, qui nous relie tous d'ailleurs, donc, et progressivement d'aller vers cette fréquence vers laquelle la Terre, en tant que planète, est en train de rentrer. Donc, dans quelques années, si nous ne nous harmonisons pas là-dessus, eh bien, qu'en est de l'humanité? Alors, c'est vrai que cette fréquence est en train de bouger. Oui, la résonance de Schumann. Voilà, donc il y a donc quelque chose qui est en train de se passer avec ces vents solaires qui amènent des photons particuliers, donc qui ouvrent effectivement notre cœur à tout cela. Et c'est aussi un événement qui fait que les grands maîtres disaient, un jour viendra, vous aurez des révélations. On parlait tout à l'heure de ces squelettes et de ces autres donc civilisations. Il y a aussi beaucoup de pyramides que l'on retrouve aussi dans les fonds marins, des vestiges de l'Atlantide qui sont en train aussi d'apparaître, pour justement nous reconnecter à des civilisations qui ont maîtrisé, je dirais, l'esprit dans le sens de l'avoir mis au service donc de quelque chose de positif. Sauf que, tout simplement, en Atlantide, à un moment donné, on est rentré dans le pouvoir avec l'utilisation du cristal, et on recommence cette fois-ci avec l'utilisation du nucléaire. On parle de l'atome, voilà. Donc, et nous sommes justement, je parlais des sphères tout à l'heure, sur je dirais une tangente similaire de ces sphères où on peut reproduire effectivement cette expérience. Donc, à nous de nous harmoniser sur cette fréquence nouvelle de la 4e et 5e dimension pour éviter peut-être un cataclysme nucléaire mondial. Je ne pense pas qu'un cataclysme qui détruirait la planète ne se passera, parce que ces grands frères sont là pour surveiller cela. De la même façon qu'il a été dit à l'amiral Byrd, de faire attention, il faut savoir que tous les êtres donc, de ces vibrations-là, je dirais, ont un œil, si je puis me parler comme ça, sur les endroits où les bouchons de la bombe atomique donc se situent, frères intraterrestres et extraterrestres, parce que faire sauter une planète, je ne pense pas qu'ils seraient d'accord. Que l'humanité subisse donc les conséquences de ses choix, ça d'accord. C'est le libre arbitre. Voilà, c'est la notion du libre arbitre, quoique la Terre doit sortir du contrat. Mais c'est clair que pour l'humanité, effectivement, nous avons le libre choix. En revanche, au niveau de la planète, je ne pense pas à un cataclysme donc, qui mettrait en jeu la vie de la planète elle-même. Christine Kall, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours avec notre invitée Christine Kall pour parler de la Terre creuse. Jacqueline Bousquet disait que le nucléaire était très dangereux parce que tout était codé. C'est pour ça que quand il y a des problèmes nucléaires avec Tchernobyl ou autre, on retrouve des poissons à 2 têtes. Enfin, voilà, on fait sauter les codes et c'est très dangereux. Et elle disait aussi, parce qu'on avait parlé des multidimensions, elle disait que ça pouvait semer la perturbation justement dans ces multidimensions, dans ces mondes parallèles. Tout à fait, parce qu'en fait, on veut jouer au créateur, mais on ne connaît pas les conséquences de cet outil. Or, en fait, quand on commence à rentrer dans la notion de la fission de l'atome, on rentre carrément donc dans la création, et donc on ne connaît pas les conséquences. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'aux États-Unis, je crois, il y a eu des expériences avec un sous-marin où on a accédé avec des géoréacteurs, où on joue un petit peu au créateur avec ça. Un sous-marin qui a explosé à un moment donné, et on a retrouvé des corps humains encastrés dans la ferraille du sous-marin. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de cette histoire, oui. Donc en fait, on ne sait pas ce qui a provoqué. On a fait des expériences là au niveau multidimensionnel, parce qu'évidemment il ne faut pas se leurrer, donc il y a des expériences là-dessus, mais on n'en maîtrise pas les conséquences. La preuve, ça a été une véritable catastrophe. La fusion de la matière s'est faite sur tous les plans. Le vivant s'est encastré, je dirais, dans la matière. Donc voilà, on ne maîtrise pas les conséquences. Il faut savoir également qu'en Atlantide, on faisait du clonage. On a retrouvé en Égypte des statues de lapins avec des oreilles de chat et vice-versa. Ah oui. Donc, voilà. Et qu'aujourd'hui on recommence, il faut être clair aussi avec ça. Donc, du coup, voilà, ces fréquences vibratoires, effectivement, sont en train de s'imbriquer de plus en plus avec ces nouvelles énergies qui arrivent sur la planète. Et je vois que moi-même, en tant que médium, le médium est quelqu'un qui a des cristaux particuliers au niveau de la glande pinéale qui est au centre du cerveau. Ces cristaux d'apatite, qui sont des minéraux spéciaux, on est avec
de la même façon qu'on est avec les cheveux bruns ou les yeux bleus ou je ne sais quoi. On n'a pas de possibilité de changer cela, mais en tout cas ces cristaux nous permettent de capter ces dimensions donc différentes, mais il est clair que plus ça va, plus la médiumnité, si vous voulez, donc est plus facile, si je puis m'exprimer ainsi, parce que les mondes s'imbriquent. Ouais. Et c'est vrai qu'on constate que de plus en plus de personnes sont sensibles à divers phénomènes. Et il y a des gens, moi par exemple, qui voient des orbes tous les jours. Voilà, donc il y en a d'autres qui voient des personnages. Enfin, je m'aperçois que finalement, on devient de plus en plus réceptif. Complètement. Et d'ailleurs, à ce sujet, donc sur le site internet, j'ai ouvert une petite rubrique où j'ai de plus en plus de personnes qui m'appellent, et c'est un peu monsieur et madame tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui sont des cheminements ou dans des recherches ou des quêtes. C'est des personnes qui vivent normalement, je dirais, qui ont un métier, qui ont un job, et qui m'appellent en me disant, écoutez, ma mère est décédée il y a quelques mois, je l'ai vue donc au pied de mon lit, je ne sais pas ce qu'il faut faire, ça me fait peur. Voilà. Et ce ne sont pas des gens, il y a parfois des gens même athées, je dirais, et qui ne vivent pas des expériences métaphysiques ou qui ne se posent pas de questions, encore une fois, ce ne sont pas forcément des gens comme nous, mais donc il y en a de plus en plus, et j'ai beaucoup d'appels à ce sujet, donc déjà les rassurer, ensuite leur expliquer qu'effectivement il y a des perceptions qui sont en train de s'ouvrir, et puis donc surtout essayer de voir où est-ce qu'ils en sont avec ça, parce qu'il ne faut pas que ce soit une déstabilisation au niveau psychique ou psychologique, voir effectivement, parce qu'ils me disent mais à qui je vais parler de ça, bien sûr, on me prend pour un fou si j'en parle, donc ils ont une possibilité de dialogue, et ensuite voir où est-ce qu'ils en sont pour les orienter si vraiment ça devenait déstabilisant au niveau psychique vers un psychologue ou voire un psychiatre. Mais il y a de plus en plus de personnes effectivement et c'est assez ahurissant depuis 6 mois, rien qu'à mon humble niveau, il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent à ces dimensions-là. C'est normal puisqu'effectivement ça vient nous toucher au plus profond de nos cellules et que c'est que le début. Et en même temps, on en parle plus facilement quand même, Tout à fait, c'est vrai aussi. Il y a les irréductibles qui n'entendront jamais rien. Ça, on laisse. Mais on s'aperçoit avec les réseaux sociaux, avec les médias alternatifs, que les gens sont de plus en plus sensibilisés et que c'est plus vraiment tabou, quoi. Oui, c'est sûr. Après, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en parler dans leur famille ou dans leur entourage, parce que ça fait peur également et que ça peut déstabiliser aussi l'entourage, que ce soit les conjoints ou les enfants. Mais effectivement, Internet pour ça aide aussi, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils me trouvent par le site Internet qu'on peut en parler. Donc voilà, c'est vrai que ça arrive. Mais quelques expériences d'ailleurs à ce sujet. Quand je vais sur certains endroits du mont Shasta, nous sommes dans un décor de nature où c'était un ancien volcan, on est dans un endroit très sec avec des sapins, avec des gros cailloux par moment. Je veux dire, c'est un paysage qui est assez, non pas lunaire, mais en fait qui ne présente pas forcément une grande végétation, en tout cas il n'y a pas d'habitation ou autre. Et dans certains lieux, et je pense à un lieu particulier où je vais avec des amis tous les ans, c'est une butte, tout simplement, une petite montagne dans un décor assez sec. Eh bien, quand je monte un petit peu cette butte en marchant, d'année en année, puisque je vais là-bas depuis plusieurs années maintenant, ma médiumnité fait que j'ai l'impression de vivre dans 2 dimensions à la fois. Alors je m'explique là-dessus. Je suis en train de marcher physiquement sur une butte, encore une fois très asséchée, il fait 30 degrés, et en même temps, j'ai l'impression que des êtres d'une autre dimension me voient, viennent vers moi, m'accueillent, et j'ai l'impression de rentrer dans un temple de type cristallin. C'est-à-dire que ces dimensions s'imbriquent de plus en plus, et c'est vrai que donc ma capacité médiumnique me permet de vivre ça. Je ne cherche pas cela, donc pas du tout, puisque je suis même censée amener un groupe d'amis à la rencontre de ce lieu, mais sans forcément avoir cette idée en tête. Et ça m'est arrivé d'ailleurs dans des endroits en France, et dans des endroits qui sont complètement anodins. Mon père était hospitalisé dans une cité médiévale il y a quelques mois. Je me suis trouvée à 6h du soir avec une pénombre dans un lieu, une rue avec des pavés, un peu médiéval. Il n'y avait personne dans cette rue. Et tout à coup, j'avais l'impression de me retrouver au Moyen-Âge, à l'époque de l'Inquisition, avec des sensations où j'avais l'impression qu'on allait venir me chercher pour m'emprisonner ou je ne sais quoi. Ça dure une fraction de seconde, mais voilà, des sensations de vivre dans 2 époques à la fois. J'avais l'impression d'être un homme habillé en guenille, donc voilà. Et ces expériences-là se multiplient. Une autre expérience en Bretagne également, dans un lieu dont je ne citerai pas le nom, parce que je ne veux pas que tous les gens aillent là-bas, mais des amis qui m'amènent voir des dolmens et des menhirs.
Et puis, elles sont en train de regarder ces pierres. Moi, ces pierres ne me donnaient pas forcément une énergie très bénéfique. Je m'assois sur un tronc d'arbre et je tourne la tête à gauche. Je vois mes amis qui sont donc en train de regarder ces pierres. Et moi, je tourne la tête à droite. Et là, je me retrouve dans un décor totalement différent où j'ai l'impression de voir des êtres habillés avec une espèce de combinaison futuriste. Ces êtres me voient, viennent vers moi et j'ai l'impression de me retrouver presque sur une base spatiale. Alors, je comprends, les auditeurs vont se dire « Oh là là, la pauvre, elle fume la moquette. » Non, je ne fume pas, ni la moquette, ni les cigarettes. Donc, et encore une fois, j'étais expert comptable, je suis quelqu'un de très pragmatique. D'accord. Je veux dire par là qu'on a de plus en plus des sensations comme ça. Et encore une fois, ce n'est que le début, puisque ces énergies vont se multiplier encore davantage. D'ailleurs, on voit que le soleil est très blanc maintenant. Alors, on dit que le soleil envoie les codes. Oui, le soleil à travers les vents solaires, effectivement, quand il y a ces pluies de vents solaires, ces biophotons arrivent donc sur la planète et c'est là que d'ailleurs on peut se sentir très fatigué certains jours quand on est extrêmement sensible parce que là, effectivement, ça charge au maximum, si je puis dire, et ça vient nous toucher profondément. Oui, c'est clair. Le soleil et la lune. La lune a également une radiance assez particulière, donc ce qui fait qu'il se passe des choses au niveau de notre galaxie. Il faut savoir que quand on parle du réchauffement planétaire, ça n'est pas encore une fois avec nos séchoirs à cheveux ni avec nos voitures diesel qu'on va réchauffer la planète, puisque c'est toute notre galaxie qui est en réchauffement. Mars et Vénus également, donc là aussi la NASA a fait des expériences là-dedans. Alors j'avais fait une émission avec Sébastien Caroubi qui nous expliquait que notre corps de carbone était en train de se transformer en corps cristallin. Tout à fait, oui. Alors, corps cristallin, ça me parle d'autant plus que moi-même, j'anime des stages sur ces sujets, parce qu'encore une fois, ce qui se passe sur la planète, pour moi, ça va être essentiel de l'intégrer aussi dans le corps. Oui, tout à fait, on a des énergies et donc une mutation de notre corps. Je pense que nous sommes dans une transition donc d'humanité, de civilisation, et qu'il y a toujours eu un peu des pionniers, des mutants. On sait qu'au niveau du corps, il se passe des choses, effectivement. On le voit déjà par rapport à certains phénomènes, comme par exemple des enfants qui ont des problèmes avec les canines. C'est le cas de ma fille, par exemple, qui a 18 ans aujourd'hui, mais qui, il y a 3-4 ans, on a eu des gros problèmes d'orthodontie parce que ses canines ne descendaient pas. Or, on sait que donc il va y avoir une mutation de la race avec une disparition des canines, parce que dans les civilisations supérieure, on est végétarien. On sait aussi que les poumons vont aussi donc se prendre plus de place. Progressivement, le cœur physique reviendrait un petit peu plus vers le centre de la poitrine. On voit également les jeunes aujourd'hui qui sont quasiment imberbes. Donc en tout cas, ils cherchent à le devenir, parce que quand je vois les jeunes garçons qui s'épilent ou qui se rasent, en tout cas, il y a une jeunesse qui est beaucoup plus imberbe. Et puis les visages également sont en train de... On peut voir certains jeunes aujourd'hui qui ont un visage beaucoup plus raffiné, plus androgyne. Donc ça, on tend vers la 4e dimension, effectivement. Ne parlons pas des jeunes enfants qui arrivent, donc des petits enfants qui ne mangent pas de viande du tout, souvent. Donc beaucoup de parents qui ont des gros problèmes avec ça, ou même des pédiatres. Moi, j'ai des amis pédiatres qui se posent des questions parce qu'ils ne supportent pas le lait qui est donné dans les hôpitaux, mais très difficile aussi avec le lait maternel. Et beaucoup de jeunes enfants qui refusent toute alimentation carnée, D'ailleurs, le lait cause beaucoup de problèmes d'allergies, de troubles divers. Tout à fait. Alors on parlait du corps de lumière cristallin ou du corps cristallin, oui, parce qu'en fait, dans l'imbrication effectivement de ces énergies, accédant donc, comme je disais tout à l'heure, à cette théorie de fréquence vibratoire avec cette théorie des hypersphères qui nous donne accès à d'autres réalités, il va falloir s'adapter à cela. Et pour moi, je disais donc le macrocosme est comme le microcosme. Alors on a vu qu'au niveau de la Terre, avec l'ouverture pôle Nord, pôle Sud, on a donc un axe vertical, c'est comme si on prenait la planète, on l'a coupée en deux au sens donc au milieu. Donc on pourrait se dire donc la planète est creuse, mais il y a véritablement un canal d'énergie à l'intérieur, avec une circulation d'énergie sur les deux côtés, donc ce qu'on appellerait un peu la circulation de l'énergie comme dans un corps. Mais donc de la même façon, c'est le cas pour nous. Autrefois, la fontanelle était ouverte quand on est à la naissance. Donc si on fait une analogie, et on dit très souvent le microcosme est comme le macrocosme. On sait que la longueur de nos os, par exemple, sont à une échelle bien évidemment différente, mais très symbolique. Elles sont à l'échelle de certaines distances entre le Soleil et certaines planètes, etc. Donc notre corps humanoïde, il faut le savoir, est le prototype d'expérimentation le plus sophistiqué de la galaxie. Donc quelque part, de mon côté, personnellement, depuis des années, je me suis dit il va falloir s'harmoniser au niveau de ces énergies. Bien sûr. Donc on travaille au niveau des chakras pour le système des méridiens. On en a parlé tout à l'heure avec la planète.
donc avec les lieux stratégiques, les croisements telluriques. De la même façon, nous avons une énergie magnétique à l'intérieur du corps. Et si on va donc activer une circulation d'énergie de type plus électromagnétique et donc plus cristallin en tout cas, donc à partir de méditation, d'activation des chakras, d'activation des centres de vie, d'autres centres également avec le corps de lumière et le corps de lumière cristallin, on va s'harmoniser davantage avec ces énergies qui descendent sur la planète. Alors, la Terre creuse est représentée sur Internet avec un soleil au milieu, enfin elle est vraiment creuse. Par contre, des expérimentateurs, notamment Nicole Dron, qui a vécu une NDE que je cite souvent dans cette émission, on lui disait de l'autre côté que la Terre était creuse, qu'il y avait des cavités. Donc là, ce sont des cavités, c'est plus la Terre creuse avec le soleil au milieu. Ce sont des cavités, parce qu'il faut savoir par exemple que le peuple qui vit sous le mont Shasta vit à 1 kilomètre sous la croûte de terre du mont Shasta. Ils ne vivent pas au centre de la Terre. Centre de la Terre, donc encore une fois, on nous disait quand on était à l'école qu'on avait une boule de feu. Au centre de la Terre, il y a des minéraux qui sont plus ou moins densifiés pour donner aussi de l'énergie, mais il y a aussi beaucoup de cristal. Et d'ailleurs, on trouve aujourd'hui des cavités avec des cristaux géants. Si vous regardez à la télé ou sur Internet. Et donc un ami aux États-Unis, d'ailleurs près du mont Shasta, me disait qu'il connaissait quelqu'un qui a accédé près du mont Shasta à une cavité avec des cristaux géants comme ça. En tout cas, donc, pour revenir à cette notion, oui, il y a des cavités et dans ces dimensions-là, ils se déplacent, donc effectivement, soit avec des véhicules style Merkaba, on appelle ça des Merkaba, donc à énergie libre, donc ils se téléportent également. La plupart se téléportent, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont disparaître instantanément, ils changent de vibration, comme un ovni, qui tout d'un coup, on ne le voit plus, parce que tout simplement, ils disparaissent de notre vibration. Donc nous, avec nos sens, nos 5 sens, nous ne le voyons plus. Nous nous disons, il a disparu. Non, il a changé de sphère, de fréquence vibratoire. Alors oui, il y aurait un soleil intérieur. Il faut savoir que dans la cité de Télos, par exemple, et ça, par contre, ce n'est que du voyage astral, mais il y a une semblant de lumière. Donc effectivement, ils ont comme un soleil intérieur qui n'a pas la clarté que nous avons, nous, à la surface. Et d'ailleurs, le seul regret, si je puis dire, de cette civilisation intérieure, comme ils disent souvent, ils vivent dans un véritable paradis. Le paradis, il est intra-terre, il n'est pas forcément à l'extérieur. D'ailleurs, les civilisations avancées vivent toujours dans les creux des planètes, dans les terres intérieures, dans le creux de la planète et pas à la surface. C'est le cas aussi pour Mars. Donc en fait, ils ont effectivement un soleil intérieur, mais qui est quand même donc pas aussi clair. Et donc ils disent souvent que tout ce qui pourrait leur manquer, c'est la clarté du soleil extérieur. Mais à l'intérieur, ils ont effectivement un système, ne serait-ce que pour avoir un jour-nuit physiologiquement, ils ont un système d'éclairage, effectivement. Alors on dit que des signaux radio provenant du centre de la Terre auraient été reçus par la NASA, c'est vrai ça ? Je n'en doute pas, je ne sais pas, mais je n'en doute pas puisque de toute façon, il est clair que quand ils veulent se manifester, et ça a été le cas encore une fois, comme il a été dit à l'amiral Byrne, de faire attention avec le nucléaire, le gouvernement américain avait eu des contacts également avec des êtres plutôt extraterrestres qu'intraterrestres là, mais on sait que par exemple le président Kennedy allait révéler un certain nombre d'informations sur ces sujets et qu'il a été assassiné pour ça. Justement, les gouvernements seraient au courant, qu'en pensez-vous d'une manière générale ? Pour moi, et ça n'engage que moi, mais de toute façon, c'est pas un secret, il n'y a qu'à aller pianoter sur Internet. Donc oui, les gouvernements sont au courant, ils ont des contacts, à mon sens, avec aussi ces civilisations aussi extraterrestres. Maintenant, effectivement, révéler ça à la conscience, ça paraît un peu compliqué. Pour moi, il y a quelque chose qui est très clair, ce sont les crop circles. Je ne sais pas si... Moi, j'ai été en 2009 dans les crop circles, donc en Grande-Bretagne. Quand on voit la finesse de ce qui a été fait, donc pour avoir été à l'intérieur de différents crop circles, pour les avoir survolés avec un petit avion, c'est infaisable avec... Donc, un être humain ne peut pas faire ça. Les brins sont quasiment tressés maintenant. On a fait plusieurs émissions. Que les agriculteurs font ça. Bon, il faut arrêter. On a même, avec Francine Blake, qui est une grande spécialiste, on a vu que des crops ou un crop, en tout cas, avait été détruit par les tracteurs parce que un propriétaire n'était pas d'accord. Le lendemain matin de sa destruction, il était refait. C'est fait dans une fraction de seconde avec des boules d'énergie, puisqu'évidemment sur place, on voit des grands laboratoires qui enquêtent, qui font des expériences et qui sont à l'affût en permanence de savoir ce qui peut se passer et comment ça peut se faire. Mais donc pour moi, il est très clair que ces sauts qui sont posés
carrément au niveau énergie sur la planète viennent lui donner peut-être une énergie spécifique, mais viennent témoigner aussi qu'il y a bien d'autres civilisations qui savent faire de belles choses, parce que quand on décode un certain crop circle, on voit bien qu'il s'agit de messages d'anciennes civilisations lumineuses, il s'agit aussi de messages codés bien évidemment, et donc c'est aussi pour moi un moyen de montrer qu'il se passe quelque chose d'autre. Mais c'est vrai qu'on montre peu ça à la télévision, et pour cause. Si les gens s'y intéressaient un petit peu, on pourrait effectivement se dire qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'un jour on verra apparaître dans le ciel tout un tas de flottes intergalactiques. Moi en 2009 j'ai vu une 150 diapositives donc diffusées par quelqu'un qui a travaillé avec la NASA. C'était monsieur et madame tout le monde qui avec leur téléphone portable avaient pris des photos en descendant des voitures, et on voyait dans le ciel, dans toutes les capitales du monde, des photos amateurs de vaisseaux où on voyait très bien que c'était pas des avions. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Moi, j'ai un ami qui fait des observations depuis 10 ans sur la Côte d'Azur, qui m'a dit, moi, je vois des vaisseaux. Ben, j'ai dit, t'as de la chance parce que moi, je vois rien. Il m'a dit, je vais venir te voir. Il a des lunettes infrarouges, il a un laser, enfin bon, bref, il est bien équipé. Mais il m'a dit, de toute façon, on n'a pas besoin de tout ça. Et je vais venir. Effectivement, on a fait plusieurs veillées. Et effectivement, on voit des sphères blanches qui passent et qui se suivent. Voilà, il suffit simplement de mettre l'œil dessus, quoi. Et j'ai eu des intervenants qui m'ont dit qu'ils voyaient aussi ce genre de sphères en formation. Alors, au-dessus de Paris, au-dessus de Lyon, enfin bon. Donc on les voit tous les jours, hein. Oui, effectivement, si on regarde un petit peu plus, et moi-même, quelquefois, moi j'habite à la campagne, et donc on a un ciel étoilé de toute beauté, parce qu'on n'a pas d'éclairage de toute façon autour, et parfois l'été, il m'arrive de regarder un petit peu le ciel, c'est vraiment magnifique, et quelquefois on se pose des questions avec des amis, parce que ne serait-ce qu'en regardant le ciel, effectivement, il se passe des phénomènes qu'on n'arrive pas trop à expliquer. Donc je pense que donc il y a effectivement une volonté de ne pas non plus choquer, de ne pas faire peur, hein, donc, parce qu'évidemment ça pourrait avoir des répercussions importantes. Il y aura certainement à l'avenir des manifestations autres, parce que tout simplement la conscience s'ouvre, comme on le disait tout à l'heure, et que de toute façon à un moment donné il y aura des ouvertures et donc et des choses qui vont se révéler. Il va bien falloir qu'on sorte du jardin d'enfants quand même, on va pas rester comme ça tout le temps. Alors, il y en a qui vont en sortir, donc si on veut bien y rester. C'est sûr. Juste une précision, quand cet ami, il est flash avec le laser et ils répondent. Pas tous, mais certains ont répondu. D'accord. Donc ça fait un grand flash dans le ciel comme ça, hop. On parlait de disparition, justement, il y en a certains, pas tous, mais qui perdent de la luminosité, hop, ils disparaissent. Mais pas tous, hein. Et puis il y en a au contraire qui deviennent plus lumineux. Oui, là ils jouent sur les vibrations, oui. Donc, quand ils disparaissent, bien sûr, ils vont changer de fréquence vibratoire, donc nous on les voit plus. Ils vont jouer un petit peu avec nous, effectivement, donc pourquoi pas. On les voit tous les jours. Oui, mais je pense que si on prête effectivement attention, on en verrait beaucoup plus qu'on ne croit. C'est certain. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs pour les personnes justement qui se passionnent par tous ces sujets ? Je crois que chacun est libre, bien sûr, de sa liberté de penser, de ce qu'ils veulent donc voir avec ça. On parlait de la Terre creuse. Personnellement, moi, je m'intéresse à ce sujet du fait de cette montagne, et moi qui m'attire beaucoup, parce que je pense que l'humanité va devoir se transformer et que tout simplement, ces grands frères viennent nous aider dans ce cheminement. Personnellement, des contacts aussi qui me laissent supposer, en tout cas moi, qui me laissent vivre dans cette multidimensionnalité, c'est-à-dire qu'on peut appréhender les choses par l'expansion de la conscience, et c'est un voyage intérieur, parce que tout passe par donc un voyage intérieur, une remise en question permanente, un travail personnel sur notre conscience, donc nos blessures, nos peurs, etc. Et moi, je dirais que si celui qui a envie de chercher peut trouver facilement aujourd'hui. Tout à fait. Internet, voilà, Internet qui est un outil extraordinaire dans lequel il faut également avoir du discernement, et c'est une initiation majeure aujourd'hui parce qu'on peut trouver aussi du tout. Donc ça, c'est une grande initiation, et encore une fois, moi j'ose dire que j'ai un peu les pieds dans le sol, donc je regarde aussi les choses et je cherche les choses pragmatiques. Mais un message, je dirais tout simplement qu'on va vers une période extraordinaire, et que pour celui qui a envie de chercher, qui a envie de s'ouvrir, il y a juste l'initiation du discernement, donc garder les pieds sur terre. Mais si on veut avoir donc une ouverture d'esprit aujourd'hui, je crois qu'on se prédestine à des choses effectivement extraordinaires et fabuleuses, donc avec une aventure de l'humanité
l'humanité, qui malheureusement peut passer par des choses très difficiles, et on le voit dans les derniers événements. Donc bien évidemment, ça passera par la douleur à un certain moment, mais en même temps, et je pense beaucoup à ces jeunes gens, ces âmes qui sont partis de ce sacrifice quelque part, pour ouvrir aussi la conscience d'une grande solidarité à mener, donc par rapport à ce qui se vit aujourd'hui. Et je crois que justement notre challenge d'humanité, il est là, quoi. Donc essayons de comprendre que nous sommes plutôt reliés que diviser. C'est le challenge de la 4e et de la 5e dimension. Tout à fait. On va vers ça. Donc ça, c'est un grand message d'espoir, en tout cas un grand message positif qu'il faut garder à l'esprit. Alors on peut retrouver toutes ces informations sur votre site internet, christinecale.com. Est-ce que vous avez des projets ? Projet d'aller au Mont Shasta cet été, parce que moi, ça c'est sûr. Continuer un petit peu mes contacts éthériques et puis mes petites recherches physiques. Et puis d'écrire un ouvrage aussi sur mes expériences diverses et variées. Voilà un petit peu les projets, et puis de profiter donc effectivement du moment présent qui nous met beaucoup plus en reliance avec cette expansion de conscience. Christine Cale, merci et à très bientôt, j'espère. Merci bien, merci Alain, et puis merci à tous les auditeurs. Au revoir. Avec grand plaisir, au revoir. Fréquence Évasion.